D'accord, donc bonjour à tous. Je ne suis pas la seule à présenter, il y a Alexandre Perret et on va se présenter chacun notre tour. On va vous présenter la mise en place de la filière ad hoc sur l'hôpital des enfants. Je l'ai déjà présenté les autres années, donc on a fait plus court, on a juste mis un peu réactualisé sur le parcours de soins qui est plus fléché. Donc ça va être plus court que ce que j'ai pu présenter les autres années. Pour ma présentation personnelle, donc moi c'est Bertine, je suis infirmière puéricultrice. Je suis issue des soins généraux de pédiatrie et donc issue de l'hôpital des enfants où j'exerce depuis bientôt 20 ans sur l'hôpital des enfants dans les différents services de médecine et ces derniers temps, depuis 7 ans, aux urgences pédiatriques. Donc voilà, donc on était parti du constat qu'en pédiatrie, effectivement, on avait des jeunes qui venaient aux urgences et qui n'avaient pas, sur le fait des consommations, on n'avait pas vraiment de réponse. Donc voilà, donc pour vous expliquer un peu le parcours et pourquoi je suis amenée à travailler sur ce poste-là, où je suis depuis septembre 2020, donc sur la mise en place de la filière et du parcours. Et donc maintenant, la filière, elle est plutôt organisée presque correctement, on va dire, avec un dépistage des adolescents. Voilà pour ma présentation. Je te laisse te présenter, Alexandre. Merci Bertine. Ouais, bonjour à tous. Moi, je suis Alexandre Perret, je suis psychologue de formation. Ça fait une quinzaine d'années que je travaille dans les structures de réduction des risques, d'accompagnement d'usagers de drogue, donc SAPA, ELSA. Depuis 4 ans, ma mission principale est en addictovigilance, donc sur la veille sanitaire autour des effets délétères des psychotropes. Et depuis 1 an, je suis le sidekick de Bertine, du coup, une journée par semaine, donc 2 demi-journées plus précisément, où j'interviens du coup avec Bertine sur ce projet ad hoc, dont on va vous reparler un tout petit peu, mais tout le monde le connaît déjà, puisqu'il a déjà, comme disait Bertine, été présenté. Donc, on remet à jour juste les grandes bases du projet pour ceux qui auraient raté les délicieuses présentations de Bertine, notamment l'année précédente. Et puis après, on vous présentera une actualisation autour du parcours de soins et comment on fonctionne avec quelques exemples cliniques, pas des grosses vignettes, mais juste des petites photos sur les différents moments du parcours de soins. Donc, oui, Alexandre a dit, il est à 20% du coup, et moi, je suis dégagée des soins des urgences à 100% depuis la mise en place du projet. Et donc, effectivement, appel à projet fonds addiction, comme tous ceux présents ici, jusqu'à fin 2023. Voilà. Donc, le but de la filière, je vais commencer comme ça. Ouais. Le but de la filière, c'est de faire un repérage un peu systématique des ados qui arrivent au sein des urgences pédiatriques et qui sont donc âgés de plus de 12 ans. Peu importe le motif d'entrée en fait aux urgences. Donc, ça peut être différents motifs, mais de façon un peu systématique, se présenter aux ados et leur proposer un dépistage pour ceux qui acceptent et pour les familles qui acceptent sur le temps des urgences pédiatriques. On passe à la diapo. Du coup, comment ça se passe concrètement? Donc, moi, je suis basée sur les urgences pédiatriques. Effectivement, je suis à 100%, mais je ne suis pas présente jour et nuit. Donc, sur le temps de présence, j'essaie de voir au maximum les ados qui rentrent par cette porte-là sur l'hôpital des enfants. Et donc, on a des adolescents qui vont rentrer pour des troubles psychiatriques, ce qu'on appelle troubles psychiatriques, on a différencié sur la filière, c'est-à-dire tous ceux qui vont venir avec une demande d'un avis pédopsychiatrique. Ça va être intoxication médicamenteuse volontaire, tentative de suicide, scarification, idée noire, crise plastique. Donc, des fois, sur le temps des urgences, ça peut être compliqué de favoriser un dépistage chez ces jeunes-là. Ils viennent pour une consultation pédopsie. Quand ils sont trop agités ou trop angoissés, on va différer un peu ce temps-là et on va le faire plutôt sur les lits du HCD, donc quand ils sont placés en unité de courte durée au sein des urgences, ou bien sur les lits du post-urgence qui sont situés sur un service d'hospitalisation traditionnel au niveau de l'hôpital des enfants. Donc,
je ne vais intervenir auprès de ces jeunes qu'une fois qu'ils auront rencontré le pédopsie et rencontré le pédiatre et me positionner à un moment où c'est plus opportun pour eux et où ils sont dans la possibilité d'accepter en fait un entretien avec moi. Et après, les autres adolescents qui rentrent, c'est ceux qui viennent pour un trouble somatique. Donc, soit des patients déjà connus au sein des services de l'hôpital des enfants, donc tout ce qui est pathologie chronique, ou bien ceux qui viennent pour un trauma, une douleur abdo, une plaie, voilà, douleur thoracique, ou un problème biologique, voilà, de fatigue ou autre. Et donc, ceux-là aussi, je les vois. Et eux, du coup, on va favoriser le temps aux urgences pédiatriques, mais une fois que l'évaluation pédiatrique sera faite et qu'il n'y a pas de notion d'urgence, par exemple, un adolescent qui vient pour une crise d'asthme, et il n'est pas très opportun que j'aille le voir s'il est en détresse respiratoire. Donc, c'est des choses qu'on va pouvoir différer aussi après. Donc, voilà, ça demande à ce que ça soit évalué par le pédiatre et de se dire est-ce que c'est le bon moment ou pas le bon moment de le dépister. Voilà. Tu voulais rajouter? Ouais. Ouais, par exemple, sur le psychiatrique, sur les orientations psychiatriques, je pense à une ado que j'ai vue mercredi dernier de 14 ans qui arrivait après une intoxication médicamenteuse volontaire et qui fume 10 à 15 joints par jour. Et en fait, très clairement, pendant l'entretien, elle réalise bien à quel point elle a une utilisation automédicamenteuse du cannabis et l'intérêt de travailler dessus finalement et que son plus gros problème est derrière la consommation de cannabis, mais par contre, il y a une porte d'entrée avec cette question d'usage de cannabis et sa demande, en effet, c'est de pouvoir bénéficier d'une aide autour de l'arrêt du cannabis, ce qu'elle n'avait jamais pu exprimer précédemment. Voilà, donc ça, c'est pour une illustration du côté de la porte d'entrée psychiatrique aux urgences. Après, pour vous illustrer le côté somatique et donc plutôt patient, la filière patient chronique de l'hôpital des enfants, cette semaine aussi, on va être amené à rencontrer un jeune que j'ai déjà rencontré sur le dispositif aussi de la filière ad hoc il y a à peu près un an, dont on a reparlé avec les médecins, et qui est un enfant drépanocytaire, donc qui vient très régulièrement. Et là, il rentre, il est hospitalisé pour ce motif-là, pour une crise douloureuse. Et donc, en fait, on avait déjà des questionnements autour de ses consommations de tramadol chez ce jeune-là, où il a eu une fois une remise d'ordonnance de tramadol et que depuis, il est un peu dans cette demande-là, alors que ce n'est pas le traitement qu'on donne forcément aux ados pour des crises vaso-occlusives. Donc voilà, donc là, effectivement, on a re-rencontré et au bout de quelques jours d'hospitalisation, on arrive à mettre en évidence un mésusage de la substance, en fait, un mésusage de son traitement de base. Donc voilà, avec pour l'instant pas vraiment de consommation autre ancrée, en tout cas peut-être des essais, voilà, il nous en a parlé hier, des essais de cannabis ou de tabac à côté ou d'alcool même en soirée, mais pas de choses quotidiennes de ce côté-là. Mais par contre, effectivement, à une utilisation de son traitement qui va peut-être, voilà, on pourrait peut-être dire qu'il est dans une préaddiction au tramadol et donc à un opiacé. Et donc, pour lui, on va commencer à travailler avec les pédiatres. Donc, c'est l'unité douleur, les pédiatres qui le suivent en drépano et les pédopsychiatres qui sont intervenus. Donc, voilà, ça, c'est une prise en charge un peu complexe d'un ado qui, lui, a 18 ans. Il est toujours au pédiatrique parce qu'il est suivi chez nous encore pour une maladie chronique. Voilà. Et pour vous dire aussi, oui, normalement, au pédiatrique, aux urgences, les plus de 15 ans et 3 mois sont dirigés vers les urgences adultes. Je ne l'avais pas reprécisé au départ. Voilà, donc, une fois qu'ils sont vus, donc le dépistage ELPADO, pour faire très court sur l'application, donc c'est une application que j'ai sur un ordinateur avec laquelle j'ai une tablette. L'adolescent va répondre à un questionnaire multimédia, en fait. Et la plateforme, en fait, c'est une plateforme, on va dire, de critérisation des risques liés à l'adolescence. Il y a divers chapitres, il y en a plusieurs chapitres et nous, on n'utilise que, du coup, c'est moi qui utilise cet outil, le dépistage des consommations
chez les adolescents, et un autre chapitre, le dépistage du trouble anxio-dépressif pour les adolescents qui ne rentrent pas pour un trouble psychiatrique. Donc voilà, j'explore ces deux chapitres-là. Alors pourquoi un outil multimédia? Parce qu'il est facilitateur chez l'adolescent de rentrer en communication avec lui par ce biais-là. Vraiment, pour l'instant, sur le retour qu'on a, c'est quand même quelque chose de positif pour les ados. Je trouve sincèrement qu'ils se livrent beaucoup plus facilement que quand ça serait moi qui leur poserais les questions. Et une autre des raisons pour laquelle on a utilisé cette application dès le départ, c'est qu'effectivement, je n'étais pas formée en addicto et donc j'avais aucune compétence de ce côté, enfin, au départ du projet. Les compétences, je suis en train de les développer. Donc peut-être qu'à un moment donné, on n'aura plus besoin de l'outil, mais en attendant, pour l'instant, on trouve que c'est un bon support. Voilà, l'outil va nous donner un avis, l'application, elle donne un avis à la suite du test. En fait, une fois que l'adolescent a rempli, on tourne l'écran et on discute du résultat. En fait, je discute du résultat avec lui, je lui explique comment c'est gradué et qu'est-ce qu'il en pense quand il est dans telle partie. Donc, c'est vraiment le support à la communication. Donc, souvent, les ados, au premier truc, ils disent « Oh non, quand même, c'est un peu exagéré au niveau du résultat. » Voilà, ils seraient plutôt d'accord pour dire que c'est surcoté. Et puis après, quand on reprend l'explication vraiment précise de pourquoi l'application donne ça, ils me disent « Ah ouais, effectivement, en fait, oui, c'est vrai que, par exemple, le principal critère, c'est quand on a 14 ans et qu'on consomme du cannabis, ça va forcément dire « Attention, c'est une consommation à risque. » Donc, du coup, l'adolescent va pouvoir un peu plus rentrer et donc échanger là-dessus. Donc voilà, à la suite de l'entretien, en fait, en fonction. Donc, s'il n'y a pas de facteur de risque, s'il n'y a pas de consommation, mon rôle quand même au sein des urgences, c'est de dire aux adolescents que si jamais un jour ils avaient une problématique d'ordre anxieux-dépressif ou d'ordre de consommation, ou si un copain à eux, de redonner comme ça des éléments en leur disant il existe des personnes qui sont présentes. Donc, notamment, le premier repère pour les collégiens et les lycéens, c'est quand même l'infirmière scolaire, la personne de plus de proximité. Donc, souvent, je leur resitue l'infirmière scolaire. On peut avoir un temps de discussion autour de quel est son rôle, est-ce qu'ils y sont déjà allés, tout ça. Et puis après, j'essaie de donner l'information pour qu'ils retiennent en leur disant que c'est assez simple à retenir. Maison des adolescents, c'est une structure qui existe sur Bordeaux, qui a des antennes dans toute la Gironde. Et puis la consultation jeunes consommateurs avec le mot cannabis, où du coup, c'est quand même aussi pour eux un repère peut-être un peu facile à retenir. Je ne donne aucun support à ce moment-là, c'est juste de l'échange parce qu'il n'y a pas de facteur de risque et puis parce que les supports souvent, voilà, ils ne sont pas très friands des papiers. Je n'ai pas testé, ça sera peut-être à tester un jour, mais en tout cas pour l'instant, je n'ai pas de support à remettre aux ados. Et s'il y a des facteurs de risque de relever dans notre entretien avec l'ado, que je relève dans l'entretien, je peux être amenée à lui proposer plusieurs choses. Donc, c'est l'évaluation addictologie, psychologie, on va dire. C'est une évaluation partagée. Ça, c'est là où Alexandre intervient avec moi. Donc, on va vous en reparler après. Et puis, s'il n'y a pas nécessité d'une évaluation ou parce que l'adolescent ne le souhaite pas, c'est-à-dire que l'adolescent peut me dire non, là, je suis pas pour avoir une évaluation partagée avec plusieurs. Dans ce cas-là, ce que je propose, c'est du contact téléphonique aussi et un rappel à distance. Voilà. Donc, et puis après, il y a aussi le temps d'hospitalisation. Si l'adolescent est orienté sur un temps d'hospitalisation en pédopsychiatrie, donc Charles Perrin ou Abadi, du coup, il sera intéressant de lui proposer qu'à la sortie, on puisse réévaluer. Donc, ça va être une évaluation un peu à distance, à 3-4 semaines du temps aigu. Voilà, on va reparler du temps de l'évaluation. Je vais laisser Alexandre peut-être en parler un petit peu. Oui, complètement. Ce qui manque en effet sur le diagramme qu'on pensera rajouter, c'est tout ce travail dans la dentelle que fait Bertine avec des SMS et des relances téléphoniques, en fait, potentiellement chez tous les jeunes qu'on ne revoit pas en entretien, à 1 mois, 6 mois, pour voir où ça en est. Et qui permet de re-rentrer dans la boucle si, pour le coup, il y a un problème ou une difficulté qui est apparue à ce moment-là par rapport aux consommations. Ça, on peut donner un exemple, par exemple. Là, j'ai un jeune qui a été hospitalisé, lui, au mois de juillet. J'avais un contact téléphonique qu'on avait prévu avec lui, donc il n'était pas vraiment dans une demande. Les consommations étaient
on va dire modéré, mais il a que 14 ans, donc un peu de tabac tous les jours et du cannabis de temps en temps, de l'alcool de temps en temps. Donc lui, je l'ai vu en juillet sur le temps d'hospitalisation. Il a une hospitalisation en unité psychiatrique à la suite de ça de 2 à 3 semaines. Il était convenu avec lui que je reprenne contact sur les vacances de la Toussaint. Donc le contact par SMS s'est fait. On n'a malheureusement pas eu le temps d'avoir un entretien téléphonique, donc ça a été différé. Là, je l'ai rappelé, j'ai réussi à l'avoir hier après-midi au téléphone. Et donc, voilà, en rediscutant avec lui, il met en avant une augmentation de ses consommations. Donc, il est passé à des joints quotidiens, 1 à 2 joints par jour, avec du tabac quotidien. Voilà, il a une prise en charge psychiatrique et psycho en ville. Et dans les différentes propositions, il va de suite me dire « Oui, je veux bien revenir vous voir sur l'hôpital pour pouvoir discuter des consommations. » Donc, ce jeune-là, on aurait pu aussi l'orienter directement vers Cannabus, c'est ce que je lui ai proposé. Effectivement, il a un point d'ancrage. Il m'a vu sur son temps d'hospitalisation, donc il souhaite revenir pour une évaluation ici. Donc, on va le recevoir d'ici une semaine ou deux sur l'hôpital des enfants. Et puis après, potentiellement, c'est un relais vers une structure de consultation jeunes consommateurs qui sera mis en place avec ce jeune. Ouais, à titre d'exemple, sur la partie évaluation, addictopsie, on peut utiliser des outils. L'ado dont parlait Bertine, qui a 18 ans, que j'ai vu mercredi matin, ça a été l'occasion de lui faire passer un POMI, l'échelle d'évaluation du coup du risque autour des opiacés, et il cotait à 4/6. Et typiquement, ça a été hyper intéressant d'échanger avec lui sur ce résultat autour du questionnaire, qui vaut ce qu'il vaut. Encore une fois, c'est pas en 6 questions qu'on pose un diagnostic, mais en tout cas, c'est vraiment cet enjeu dans la rencontre de créer une alliance autour d'un diagnostic partagé sur les consommations. Donc oui, voilà. Donc l'exemple que tu prends en fait, Alexandre, c'est effectivement ce jeune, il est hospitalisé et on va aller faire une consultation dans la chambre d'hospitalisation. Hier, c'était notre temps de consultation conjointe, donc on y va tous les deux. Et Alexandre a pu effectivement discuter. On a pu discuter avec ce jeune-là qui disait qu'il utilisait le tramadol que quand il avait mal. En fait, arrivé à la fin de la consultation à effectivement à ce qu'il soit d'accord pour qu'on puisse en rediscuter à un autre moment et qu'on puisse plus évaluer le risque d'addiction ou de préaddiction. Ou voilà. Donc, alors qu'au départ, il y a 3 semaines, il était déjà hospitalisé, il est rentré chez lui entre-temps, mais il y a 3 semaines, il disait que non, il le prenait juste pour ne plus avoir mal. Donc, voilà comment on va faire cheminer ces ados qui ont besoin d'un peu de tuteurs autour d'eux pour les faire cheminer. Voilà, donc l'évaluation qu'on fait avec Alexandre, elle va être clôturée à plus ou moins long terme avec plus de besoin de suivi. Alors ça, pour l'instant, ça ne nous est pas encore arrivé. On l'a mis là sur la diapo. Mais voilà, après une évaluation conjointe, là, quand même, il est très rare qu'il n'y ait pas de problème, en fait, autour des consommations. Et donc, on dit ce qui est plus de suivi, ça ne nous est pas arrivé pour l'instant. Et après, nécessité d'un suivi, oui. Et on voit avec le jeune ce qui est le mieux pour lui, avec lui et sa famille, quelle est sa recherche. Donc, c'est vrai que quand ils sont du bassin, les faire revenir à Bordeaux pour une consultation, non. Mais les consultations jeunes consommateurs sont présentes sur le bassin, sont présentes sur le Médoc. Donc voilà, pour illustrer par exemple là, c'est un suivi qui va se mettre en place du côté d'Arès pour une jeune qui est suivie sur Abadi chez nous, et elle a de la chance, elle a une consultation avancée en addicto dans son lycée. Donc on a passé le lien avec la personne qui s'occupe de cette consultation avancée. Après un temps de consultation, alors pour le coup pas vraiment conjointe, mais un temps de consultation où pendant 1 mois je me suis rendue sur Abadi pour un peu pouvoir la rencontrer au moment des ateliers auxquels elle participait. Voilà. Après, les orientations en ville, voilà, je vous ai déjà nommé tout à l'heure, c'est maison des adolescents, consultation jeunes consommateurs, les CMPEA, la psychiatrie, psychologue, les psychiatres, les psychologues, les médecins généralistes qui sont effectivement dans ma boucle aussi, hein, c'est-à-dire que je vais souvent faire des mails aux médecins généralistes ou bien on se recontacte par téléphone. Les infirmières scolaires aussi, certaines infirmières scolaires sont formées en tabaco, notamment
sur les apprentis d'Auteuil à Blanquefort. Donc, c'est un soutien aussi pour plusieurs jeunes là qu'on suit un peu à distance. Ils ont aussi cette possibilité-là d'avoir une infirmière formée, une infirmière scolaire. L'orientation en ville, je pense que j'ai fait le tour. Voilà. Et en XAPA, potentiellement, si oui, tu as une en situation, XAPA, oui, voilà. je pense notamment à une ado qui avait c'est plus la ville. Ouais. Oui, c'est plus la ville, enfin, mais c'est pas voilà. l'hôpital non plus. C'est pas l'hôpital non plus. Ouais. Ah oui, oui, celui de ville, pardon. Je pensais au XAPA de Charles-Perrin, excuse-moi. Oui, oui, voilà. Après, ça peut être aussi l'orientation sur un XAPA, effectivement. Oui, tu parles de. Vas-y, bah, je te laisse à présenter. Hein. On fait un point là-dessus. Oui, rapidement, je ne sais pas, au niveau du timing, on est bon, Margot? Il vous reste 3-4 minutes. Ouais, parfait c'est parfait, c'est plus Voilà. qu'on a besoin. Donc, oui, l'orientation. Oui, ben, un exemple, pour le coup, on n'est pas passé par une consultation jeune, alors que c'est une ado qui a 16 ans, qui nous a été orientée par l'équipe douleur ici, l'équipe pédiatrie douleur, une ado de 16 ans qui, selon eux, était dans un mésusage de tramadol en gouttes. Et donc, en effet, on a évalué et on a fait le lien directement avec un XAPA pour qu'il y ait une évaluation et potentiellement, en tout cas, autour de ce usage de médicaments, voire un traitement mis en place, aussi bien au niveau des traitements dépressifs qu'au niveau de la substitution potentiellement. Pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas très bonne substitution à ma connaissance qui a été instaurée, mais c'est des pistes, en tout cas, qui sont évaluées et sur lesquelles on peut contacter directement les XAPA bordelais, par exemple, pour des jeunes qui sont sur Bordeaux. Et aussi, pour faire le parallèle avec le XAPA de Charles-Perrin, parce que je pensais à ça quand tu l'as dit, c'est aussi, on sollicite le pôle interétablissement. Ça nous est arrivé aussi pour un jeune notamment et d'autres qui vont arriver sur qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes-là quand ça dépasse un peu nos compétences, on va dire, sur la filière ad hoc, parce qu'on n'est que deux. Donc voilà, donc après, c'est le lien avec les structures existantes sur Charles Perrin pour une évaluation par la filière addicto. Donc, pour compléter, c'est pas tant nos compétences, oui. je nous jette des fleurs, c'est plus nos moyens, des fois qui sont en défaut. Et notamment, mais on en reparlera, et ça fait partie de ce qu'on avait déjà dit l'année dernière, c'est que là, ce qui ressort, c'est que le premier diagnostic, c'est que globalement, oh là là, il y a des ados qui consomment et on peut les repérer, les détecter et organiser des prises en charge via les urgences pédiatriques et l'hôpital des enfants. Deuxième constat, en fait, sur les orientations possibles, il y a un gros gap puisqu'on n'a pas de possibilité d'hospitalisation si on estime que c'est nécessaire qu'il y ait un temps de mise à distance des consommations. C'est quelque chose pour l'instant sur lequel on n'a pas de possibilité d'action. C'est très compliqué de réussir à monter des espaces d'hospitalisation pour des arrêts de consommation chez les ados. Voilà. Et donc, on va finir sur le suivi à distance dont Alexandre a déjà un peu parlé tout à l'heure, mais ça, c'est un travail qui me prend énormément de temps. C'est le rappel des ados par SMS d'abord pour fixer une heure de rendez-vous, mais quand je les rappelle, ils ne répondent pas. Ils me disent qu'ils me rappellent, mais ils ne me rappellent pas. Donc voilà, c'est un peu d'arriver à créer le lien sans être non plus trop insistante auprès de l'ado. Mais là aussi, avec le recul, même des ados qui n'avaient pas répondu à des SMS où je les relance plusieurs fois, quand j'arrive à les avoir au téléphone, il y a un réel besoin et ils vont se saisir de l'opportunité. Très peu d'ados me répondent qu'ils n'ont pas besoin. Voilà, donc c'est quand même mise en évidence des choses. Et aussi pour vous dire qu'on est aussi de plus en plus sollicité, contrairement aux années passées, là aux 2 autres années quand on avait fait le point. Je suis sollicitée maintenant directement, on est sollicité directement la filière par les services de pédiatrie qui vont avoir des jeunes qui sont passés par les urgences, mais qui, sur un temps où je n'étais pas présente, qui vont me solliciter à distance en me rappelant, en me disant, voilà, on a tel jeune dans notre service, on vient de mettre en évidence des consommations, est-ce que vous pouvez monter le voir? Donc ça fait du lien avec ce qu'on a mis en place, c'est-à-dire la rencontre de tous les internes de pédiatrie, donc 2 fois par an sur les arrivées pour les semestres, où on va du coup faire un temps pour pédiatrique aussi, c'est-à-dire qu'on intervient auprès de ces internes-là et les internes de MedG, on les voit aussi au départ de leur semestre plutôt sous forme informatif de la filière et donc donc du coup les retombées de ça, c'est qu'on nous sollicite directement.
et qu'ils osent poser la question aussi aux ados, puisque maintenant, il y a une équipe sur le pédiatrique qui peut répondre à un besoin, alors qu'avant, ce n'était pas le cas.